On passe du hip-hop à l'économie, comme quoi on peut vraiment trouver des liens où il n'y en a pas, mais quoique c'est pas vrai, le hip-hop, c'est une énorme économie. Gabriel Giguère est avec nous, analyste senior en politique publique à l'IEDM. Premier sujet, puis dès que j'ai vu le titre, j'ai pas lu le reste parce que je me suis dit, je veux t'entendre parler. C'est un sujet qui nous touche tous, la réglementation excessive au Québec. Ben oui, c'est un sujet qui revient souvent sur la table, hein, mais qui est très présent, puis qu'on a bien hâte que le gouvernement règle le problème. Ce qu'on voit, là, c'est que au Québec, malheureusement, on est le champion des obligations réglementaires. Quand on regarde au provincial, on additionne les obligations réglementaires qui découlent de la loi puis des règlements. Presque 146 000 règlements. Par rapport à l'Ontario, on n'est même pas à 140 000. Attends. 146 000 règlements. Ouais, obligations réglementaires. Tu ne feras pas ça. Tu es obligé de faire ça. Non, mais... C'est incroyable. Écoute, c'est incroyable. Tu dis, moi, je connais bien l'Institut national de la paye et puis un jour, je faisais une conférence pour eux et puis j'ai appris qu'au Québec, c'était l'endroit où c'était le plus complexe, faire la paye. Il y avait plus de 230 réglementations différentes à respecter, Québec-Canada. Pour faire une paye, tu n'as pas reçu une scène, il y a 230 approbations à avoir. Écoute, 146 000. Tu sais, puis après, on se demande pourquoi on va nulle part. Ben c'est ça, exactement. On voit qu'il y en a beaucoup trop. Puis il y a un impact sur les entrepreneurs, veux pas, parce qu'eux aussi sont directement touchés. Toi, je sais que tu es entrepreneur en plus, donc ça doit te toucher directement. Ben oui, puis quand on regarde là, la Fédération des entreprises indépendantes du Canada, ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent quantifier, ça nous coûte combien, nous, les entrepreneurs, puis je parle pas de moi, je parle évidemment du point de vue de la Fédération. Ben c'est à peu près 11 milliards de dollars que ça coûte pour s'assurer d'être conforme à ces obligations réglementaires-là, puis de dire, ben, elle a dit, si on réduit d'environ 35 %, donc du 2/3, puis c'est pas impossible, là, la Colombie-Britannique l'a fait, là, la réduction de 37 % entre 2001 et 2024. Ce que ça permettrait, c'est de libérer à peu près 140 000 emplois. Et l'économie s'est pas effondrée en Colombie-Britannique. Ah, bien au contraire. Donc, ils sont passés de 140 000 à une centaine de mille, et ça absolument rien changé dans le quotidien d'un Colombien britannique. Là. Je sais pas comment il s'appelle. J'ai envie de te dire, ça a amélioré la vie. Oh c'est-à-dire que le développement économique était meilleur que dans les autres provinces dans cette période-là. De sorte que quand on réduit le fardeau réglementaire, ce qu'on est en train de faire aux entrepreneurs, c'est de leur dire, ben là, votre paperasse là, que vous devez faire, qui vous coûte cher, vous avez besoin d'agents administratifs, vous avez besoin d'avocats, parce que je veux dire, à un moment donné, si t'es un entrepreneur, là, puis t'as 3-4 employés, si tu peux pas tout connaître, les lois, toutes les exigences réglementaires, tu peux te concentrer par la suite pour développer ton produit, pour de la mise en marché. Donc, ça fait en sorte que le développement économique de la Colombie-Britannique était beaucoup plus intéressant. On a vu ça aussi à l'international, les Pays-Bas. Ce qu'on a décidé de faire il y a quelques années, c'est de dire, ben là, on a trop de réglementation. On va réduire de 25 %. Et ce qu'on a vu, c'est que les entreprises ont été capables d'aller chercher 4 milliards de dollars de valeur parce que, justement, on avait moins d'efforts à mettre sur le fait de la conformité réglementaire. Alors, nous, au Québec, on doit agir. On a agi avec certains projets de loi, mais on est très loin de la coupe aux lèvres quand on regarde les chiffres actuels. Puis il va falloir arriver avec l'innovation, comme avoir un programme ou plutôt une commission permanente pour la révision de règlements. Mais je te dirais qu'on n'a même pas besoin d'une commission, selon moi. OK? On y va, là. Juste, on ouvre, puis les auditeurs, si vous avez des idées, moi, mon rêve, c'est de fonder un site web qui s'appelle jeuneidée.com. Puis toutes les idées qu'on a, nous tous, là, on est 9 millions de Québécois, là, pour le gouvernement, pour faciliter la vie. Parce que c'est trop de demander à 125, qui sont 125 députés, c'est trop de demander à 125 personnes d'avoir toutes les idées du siècle. OK? Donc, à 9 millions, on a plus d'idées. Moi, là, j'ai une idée. OK? Tu veux rajouter une loi ou un règlement? Facile. Parfait. Tu peux le faire, mais il faut que tu en enlèves 5. Ouais. À chaque fois que tu rajoutes un règlement, tu en enlèves 5. Comme ça te pousse à pas juste avoir le syndrome du buffet chinois où c'est jamais assez. Parce que là, tu parles de chiffres qui sont même plus réalistes. 146 000. À un moment donné... Combien de livres on a besoin pour savoir, pour répertorier toutes ces... C'est complètement ridicule. Allons dans un autre sujet extrêmement chaud en ce moment, la gestion de l'offre. Un autre cadre réglementaire, la gestion de l'offre, une politique publique qui existe depuis 50 ans. Puis effectivement, c'est chaud, on le voit avec les négociations actuellement entre le Canada et les États-Unis. On se demande si est-ce qu'on va faire des concessions pour la gestion de l'offre. Puis je trouvais ça vraiment important d'en parler aujourd'hui parce qu'on a tout un théâtre politique autour de la gestion de l'offre. Ah, la sacrée gestion de l'offre, il faut la protéger. En réalité, j'ai fait une analyse en juin. Puis ce que je voyais, c'est clair.
on regarde les prix, le surcoût que les Québécois payent, les Canadiens payent. Et ce qu'on constate, c'est que ça nous coûte là, à peu près 224 $ par Québécois de plus quand on se compare au Midwest, qui est assez proche aussi de façon géographique à nous. Et ce qu'on voit, c'est que sans gestion de l'offre, on pourrait très certainement baisser les coûts, que ce soit au niveau des œufs, du poulet, du lait également. Puis ça, on en parle rarement des consommateurs. Mais je t'interromps une seconde. En 15 secondes. Pour ceux qui nous écoutent, puis on entend gestion de l'offre tout le temps, mais souvent, c'est un peu comme le anticonstitutionnellement. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est quoi le quotidien? Ça nous touche comment au quotidien, la gestion de l'offre, quand j'achète un 2 litres de lait? La gestion de l'offre, on gère l'offre. Donc, on met des quotas d'importation, des tarifs douaniers d'importation. Le beurre, on frôle les 300%. Pour empêcher du beurre de l'extérieur de venir au Québec, Parfait. Au Canada. Donc, ça, c'est la première des choses. Vous dites, vous avez des quotas laitiers. Vous ne pouvez pas produire plus que X litres de lait. Donc, vraiment, on vient gérer l'offre. On la rend artificiellement plus rare. Donc, ce que ça vient faire, c'est que sur les tablettes, vous payez un prix qui est plus élevé que si c'était dans le libre marché. Passons aux cocombres. Et ça, c'est pour garantir un revenu correct à nos agriculteurs et nos éleveurs. Exactement. La problématique ici, elle est plusieurs. D'abord, le consommateur paye plus cher. Ensuite de ça, il y a ce postulat de dire, nos agriculteurs, on les respecte, on fait attention, on veut pas trop de concurrence. Il n'y a pas de domaine où on n'a pas de concurrence. Non, c'est mauvais quand il n'y a pas de concurrence. Regardez les tomates en serre, de Mers, tout ça. Il y a de la concurrence dans tous les secteurs. C'est pas un secteur à part. Donc ça, c'est la première des choses. Et il y a aussi des effets négatifs à ça. 2 effets pour les producteurs. Là, parce que les consommateurs, c'est clair, on paye plus d'argent à cause de la gestion. Mais j'entends chialer aussi des producteurs. Là. Donc, c'est pour ça que je me pose toujours la question, donc c'est bon ou c'est pas bon? C'est ça. C'est qu'on va dire, on va s'assurer qu'il y a X nombre de fermiers ou plutôt d'agriculteurs, mais en réalité, il y a quand même une baisse. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, si toi, là, tu as une ferme laitière puis tu es extrêmement productif puis tu te dis, moi, j'ai envie d'exporter ailleurs. Ouais. Mon lait, il est de qualité puis je suis capable d'avoir des bas coûts. Mais tu peux pas. Ah, tu peux même pas l'exporter? En fait, c'est difficile parce que tu as un quota précis pour le Canada. Donc, c'est résiduel ce que tu peux exporter. Tu peux pas aller développer des marchés. On l'a vu en Nouvelle-Zélande où la quasi-intégralité de la production était locale. On a aboli la gestion de l'offre dans les années 90 et ce qu'on a constaté, c'est une explosion de la production et beaucoup d'exportation parce que les meilleurs agriculteurs se sont dit, moi, je vais investir du capital, je vais faire grossir ma ferme puis je vais aller développer des nouveaux marchés. C'est ça qu'on a vu. Puis on pourrait pas faire des tests, genre leur donner, je sais pas moi, couper ça de moitié, là, peut-être qu'il y en a qui vont mourir là, quand je dis ça, mais faire un test, parce que si ça fait 50 ans qu'on travaille d'une même manière sans se remettre en question, je crois que c'est pas toujours la meilleure manière de faire, non? Je pense que tu as raison sur ça. Puis quand on regarde la dynamique commerciale, c'est-à-dire avec les États-Unis. Souvent, on va dire, on voit que la gestion de l'offre, c'est un irritant. Mais n'oublions pas quelque chose. C'est pas un caprice de Donald Trump, cet élément-là. Ça a été un irritant avec la Nouvelle-Zélande également, auparavant, dans un accord commercial. Ça a été un irritant avec le Royaume-Uni. Bref, on pointe du doigt depuis 1 an et demi le protectionnisme américain, mais c'est l'incarnation du protectionnisme canadien, la gestion de l'offre. Alors, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Je veux dire, c'est bon pour les Canadiens, c'est bon pour l'administration américaine parce que leurs fermiers, leurs agriculteurs vont pouvoir exporter plus. Donc, nous, on importe plus de produits, nos prix baissent. Je peine à voir. Mais il n'y a pas le danger de la surpuissance américaine économique. On le voit là, dans le Montana, là, les producteurs de lait, ils ont autant de vaches que le Québec au grand complet. Des fois, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque peut-être qu'on soit trop petite économie pour pouvoir compétitionner à armes égales, en quelque sorte? Là, je pose, c'est une bonne question. À la fin de la journée, là, c'est nous qui décidons. Au sens où on a vu, par exemple, des ventes baisser sur Amazon. On a vu des gens aller moins en Floride parce qu'ils se sont dit, moi, ce que je veux, c'est pas aller là, c'est peut-être encourager Québécois. Les gens sont libres. Donc, à partir du moment où on met les produits sur les tablettes, faut pas penser que parce que le produit est 20 sous, 30 cents, peut-être $1 de moins, que tout le monde va l'acheter. Peut-être que c'est le cas, mais laissons le choix au consommateur. C'est cette perspective-là gouvernementale de dire, je vais vous expliquer ce qui est bon, puis c'est ça qui est bon. Je trouve ça difficile dans un contexte où on a de l'inflation alimentaire élevée, plus de 20% dans les dernières années quand on additionne. On a des approches qui sont crédibles. Puis évidemment, je ne parle pas des épiceries publiques, je parle de la fin de la gestion de l'offre. Donc, dans ce contexte-là, il y a tellement de choses que ça coche. Ça coche le fait que les nouveaux agriculteurs ou ceux qui veulent devenir agriculteurs, qui sont au cégep, puis qui voient le prix des quotas se dire, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars par vache. Comment moi, je vais faire pour devenir agriculteur? Tu as aussi des agriculteurs qui disent, moi, je vais aller développer d'autres. Donc, c'est à la fois le consommateur, les agriculteurs canadiens et les agriculteurs américains qui y gagneraient. C'est déprimant de te parler. Fait qu'il y a trop de réglementation, puis on ne sait pas vraiment
vraiment si la gestion de l'offre, depuis 50 ans qu'on le fait, ça marche. Merci, Gabriel. C'est un plaisir.